Bonjour et bienvenue au Sciences Bar, ici Will Quantique. Pour mon premier podcast, j'ai décidé que ce serait super cool de vous parler d'une première mondiale, à savoir la confirmation le 11 mars de la première observation directe d'une onde gravitationnelle. Déjà, pour voir ce qu'est une onde gravitationnelle, il faut avoir un minimum de concept de la relativité générale. Sujet que je vais à peine effleurer ici, mais vous avez des liens dans la description si vous désirez en savoir plus. Pour faire court, avant Einstein, la star c'était Newton. Ces lois de la gravitation universelle semblaient toutes puissantes pour expliquer les mouvements cosmiques et aussi pourquoi on gardait les pieds cloués au sol. Jusqu'à ce qu'on se rende compte que la planète Mercure faisait des scènes et refusait de tourner de la manière dont Newton le prédisait. Pas de beaucoup, genre un poil de cul par an, mais ça suffisait pour détrôner le roi de la physique. On a tout essayé pour essayer d'expliquer son excentricité, rien n'y faisait, jusqu'à ce qu'arrive Einstein et sa théorie de la relativité générale, où il nous explique que si les objets sont attirés les uns vers les autres, c'est qu'ils déforment l'espace-temps autour d'eux, qu'on appelle aujourd'hui le continuum espace-temps. En gros, plus les objets sont massifs et concentrés dans un espace réduit, plus ils déforment l'espace-temps, plus ils accélèrent les objets dans leur direction. Si ces objets bougent, la déformation qui va autour d'eux va bouger également, et plus ces objets vont bouger vite, plus le continuum sera secoué. Plus ça va générer de changements dans les déformations, et c'est ça, les ondes gravitationnelles. En fait, il faut comprendre que l'onde sur son passage, elle étire l'espace dans un sens et le contracte dans l'autre. Vu que pour générer des ondes gravitationnelles, il faut des objets bien denses et bien rapides, forcément, la première chose qu'on a vue, c'est la collision de deux trous noirs. Parce que ce sont les objets les plus denses que le cosmos peut produire. Ils sont tellement denses que tout ce qui s'en approche est accéléré à des vitesses proches de celles de la lumière. Et que la lumière elle-même ne peut pas s'en échapper. C'est donc le cas idéal pour générer de belles ondes gravitationnelles. La vidéo que vous voyez vous montre l'événement comme si on était dans un vaisseau spatial à distance respectable. La distorsion à laquelle vous assistez est justement due à la courbure de l'espace-temps. En effet, cela produit ce que l'on nomme l'effet de lentille gravitationnelle, prédit lui aussi par Einstein. On peut déjà observer via cet effet qu'il y a un déplacement d'espace autour du trou noir final qui ressemble à une onde de choc. Avant d'aller plus loin, je vais essayer de vous expliquer à quel point c'est un truc de barjot. Vous avez deux objets d'un diamètre de 150 km chacun. Leurs masses respectives sont de 29 et 36 masses solaires. Accélérés l'un vers l'autre à la moitié de la vitesse de la lumière qui finissent par se collisionner et s'absorber mutuellement pour ne faire plus qu'un. Le phénomène engendre un stress énorme sur la structure même du continuum espace-temps, comme sur l'image, et la fusion finale sur les deux trous noirs finit par ne plus laisser qu'un trou noir de 62 masses solaires. Et c'est là que ça devient badass. Bon, vous êtes probablement tous déjà tombés sur l'équation égale mc2 qui nous explique l'équivalence entre la masse et l'énergie. Équation que nous devons également à notre fameux Albert. Eh bien là, la collision a engendré l'équivalent de 3 masses solaires en énergie d'onde gravitationnelle. En 20 microsecondes, ce cataclysme a émis dans l'univers l'équivalent en énergie de toute la production de toutes les étoiles de l'univers multiplié par 50. Et tout ça s'est passé en 20 microsecondes il y a 1,3 milliard d'années à la distance de 1,3 milliard d'années-lumière, à l'époque où nous parvenions tout juste à devenir des organismes multicellulaires. Comme les ondes gravitationnelles se déplacent à la vitesse de la lumière, elles ne nous arrivent que maintenant, déformant la Terre entière sur son sillon. Déformant la Terre entière, oui, mais dans des proportions franchement ridicules. Des proportions si infimes que de les capter relève de la véritable prouesse. Je vais essayer de vous montrer à quel point c'est minuscule. On parle d'une longueur de 10 exposant moins 18 mètres, soit un 0, une virgule, 17 zéros et un 1. Ou alors 1 mètre divisé par 1 million, divisé par 1 million, divisé par 1 million. Vous allez voir, c'est un truc vertigineux. Imaginons maintenant que je sois comme Ant-Man, que je puisse rétrécir à volonté, et que je décide pour le fun de surfer sur une de ces ondes gravitationnelles. Pour l'instant, je mesure à peu près 1m70. On dit que mon ordre de grandeur, c'est le mètre. Je vais me rapetisser un premier million de fois. Maintenant, mon ordre de grandeur est le micromètre. Je peux être copain avec les bactéries et les cellules vivantes. Mais je suis encore beaucoup trop grand. Allez, je rapetissis encore 1 million de fois. Et maintenant, mon ordre de grandeur est le picomètre. Ça veut dire que si je voulais aller d'un bout à l'autre de cet atome d'hydrogène, il faudrait que je fasse 100 pas. Et je suis encore 1 million de fois trop grand. Et maintenant, je suis de l'ordre de grandeur de l'atomètre. C'est-à-dire que pour moi, ce proton a l'air de faire 1 kilomètre de diamètre. Ah, voilà l'onde gravitationnelle. Là, vous avez compris, on a conçu l'appareil de mesure le plus précis jamais inventé par l'homme, capable de mesurer sur lui-même un changement de la taille d'un millième de proton. Et chacun des membres de cette espèce d'équerre laser géante mesure pas loin de 4 km de long, ce qui est pas loin d'1 heure de marche à pied. Pour détecter l'onde, il doit mesurer un changement de dimension sur lui-même, en proportion de ses propres dimensions. Et comme son ordre de grandeur est du kilomètre, c'est comme si on voulait mesurer l'épaisseur d'un cheveu avec une règle de 4 années-lumière de long. Ouais, c'est badass.
Un laser tire sur une lame séparatrice. Le faisceau est divisé en deux faisceaux qui sont ensuite recombinés de manière à interférer ensemble et de produire un schéma d'interférence au niveau du détecteur. Si l'un des deux bras ou les deux bras devaient être déformés, alors cela produira un décalage dans le schéma d'interférence proportionnel à la contrainte appliquée au détecteur. Pour le dire plus simplement, on peut mesurer avec précision l'étirement ou la contraction des bras de l'interféromètre en mesurant la taille de la tache de lumière sur le récepteur de l'interféromètre. Vous voyez que le principe est très astucieux par sa simplicité. Mais là vous me dites que si c'était si simple, ce serait bien trop facile. Parce que vous vous doutez bien que si on veut mesurer un changement de l'ordre du millième de proton, il y a énormément de phénomènes qui doivent produire des vibrations beaucoup plus intenses que ça. Et vous avez raison. Grosso modo, il y a 3 types de contraintes qui génèrent ce qu'on appelle du bruit dans l'expérience. C'est-à-dire que les phénomènes vont interférer avec le résultat et empêcher de prendre la mesure. Notamment en émettant des distorsions qui seront plusieurs ordres de grandeur au-dessus de ce qu'on veut mesurer. On a recensé ces 3 types de contraintes. D'abord, le bruit sismique des ondes propagées dans la croûte terrestre elle-même. Elles peuvent venir aussi bien du mouvement des plaques tectoniques que des véhicules qui roulent aux alentours de l'appareil. On a aussi un bruit thermique ou ce qu'on appelle un bruit de grenaille qui est lié au tir du laser en lui-même. Après ça, il a fallu développer des techniques pour se débarrasser de ce bruit, que ce soit à la source ou numériquement. Les difficultés ne s'arrêtent pas là, parce que pour être sûr d'avoir affaire à un signal qui vient d'autres espaces, il faut pouvoir le capter avec exactement les mêmes caractéristiques à 2 endroits aussi éloignés l'un de l'autre que possible. Et c'est pour ça qu'il y a 2 sites américains, l'un situé à Hanford et l'autre à Livingstone, situé à quelques centaines de kilomètres l'un de l'autre. Après 6 mois d'analyse, il a été trouvé que le signal capté le 16 septembre 2015 correspondait bien à une onde gravitationnelle, comme le montre leur correspondance presque parfaite lorsqu'on les superpose. Mais ce n'est pas tout. Il s'avère que la signature générée par cette onde est en tout point similaire à sa contrepartie numérique que vous pouvez voir se superposer au signal réel, créé par une simulation informatique d'après la théorie de la relativité générale. Ça veut dire que la théorie de la relativité générale produit des prédictions qui sont juste au poil de cul sur une année-lumière, littéralement. Ce qui est super classe parce qu'on n'a pas besoin de jeter 100 ans de science à la poubelle. Ce qui est un peu moins classe si on avait envie de nouveauté, mais c'est ça la rançon du succès. Au fait, vous savez quoi, la beauté de la chose, c'est que cette onde, elle est audible à l'oreille humaine. Quoi? Vous êtes déçus? Oui, c'est un bruit minuscule, et encore, normalement il dure que 20 microsecondes. Allez, je vous le remets. Bon ok, on pourrait se dire, quoi, tout ça pour un petit bruit de paix? Bon, et bien maintenant, laissez-moi vous expliquer pourquoi ce micro-prout est quelque chose de révolutionnaire. Depuis Galilée et l'invention du télescope, on n'a jamais vraiment changé de mode d'observation, c'est-à-dire qu'on est toujours resté sur ces bonnes vieilles ondes électromagnétiques. À l'époque, on n'était que dans la lumière visible, et ensuite, à chaque fois qu'on a ouvert de nouvelles fenêtres du spectre électromagnétique, on a découvert des choses inédites. Que ce soit dans le spectre des ondes radio ou dans le spectre des rayons X. Mais là, c'est complètement autre chose. En fait, jusqu'à présent, c'est un peu comme si on n'avait fait que regarder l'univers, et que maintenant, on s'était mis à l'écouter nous parler. Ce qui est véritablement excitant, c'est ce qui va venir après. Déjà, sachez qu'il n'y aura pas que 2 interféromètres, mais un réseau de 6 interféromètres terrestres travaillant en synergie. LIGO à Hanford, LIGO Livingstone, Geo 600 et Virgo, Kagla au Japon et LIGO India en Inde. Plus des interféromètres qui vont être placés dans l'espace. Et de la même manière que nous avons ouvert différentes fenêtres en scrutant plusieurs plages du spectre électromagnétique, il nous est promis d'ouvrir plusieurs fenêtres dans les ondes gravitationnelles qui peuvent être classées par période ondulatoire. On a déjà ouvert une fenêtre qui va de la micro à la milliseconde, puis des périodes de la minute à l'heure, puis des périodes de l'ordre de l'année à la décennie, et enfin des périodes allant jusqu'au milliard d'années. Je vous laisse un peu imaginer le truc. Avec tout ça, on espère entendre pas mal de choses, notamment des étoiles à neutrons qui, avec leur forte masse et leur petit gabarit, tournent très vite sur elles-mêmes et devraient générer des ondulations répétitives. Des étoiles à neutrons se faire manger par des trous noirs, des couples d'étoiles à neutrons, des supernovas, et pourquoi pas des ondes gravitationnelles créées pendant la période de l'inflation, juste après le Big Bang, comme autant de traces des cordes fondamentales qui seraient à l'origine de notre univers. Quoi qu'il en soit, on espère bien entendre les premières ondes gravitationnelles de notre univers. Ce serait un peu comme entendre le premier vagissement de notre cosmos nouveau-né. Ce qui reviendrait à entendre le tout premier cri de toute forme de vie dans l'univers, car finalement nous ne sommes que poussière d'étoiles. Au-delà de ces considérations purement poétiques, j'aimerais mettre l'accent sur le fait que LIGO Virgo est une initiative internationale regroupant pas moins de 86 institutions à travers le monde. Et je trouve que c'est encore ça qu'il y a de plus beau là-dedans, car c'est une leçon de paix pour nous tous. C'est vraiment un exemple à suivre. Enfin, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous invite à partager la bonne nouvelle autour de vous. Comme c'était le premier épisode, je vais vous expliquer à quoi vous attendre pour la suite. Donc déjà, je compte continuer à couvrir l'actualité scientifique régulièrement et en profiter pour aborder des thèmes qui me font plaisir.
Je vais également tenter de mener des dossiers d'investigation complets pour comprendre ce que nous dit vraiment la science sur des sujets controversés comme le changement climatique, les OGM ou la vaccination. Et de manière générale, je vais essayer de vous transmettre ma passion pour la science et vous montrer à quel point elle peut toujours être une source d'émerveillement, de progrès et de connaissances. Alors je vous dis à très bientôt et que la science soit avec vous. Trop plan sur le clown, un dernier alcool de poire et je tombe dans les pommes, boum. Le lendemain je me réveille la tête entre les jambes. Je rentrais du cosmos mais j'ai gardé le scaphandre.